Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection, enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Anaïs Barthélémy-Chaudoir, L'enfant à l'école et la psychologue, analyse et vignette clinique de 30 ans de pratique, 2018. Yannick Brun-Picard, Interface sociétale d'émulation intergénérationnelle, réalité produite par l'enseignement, l'éducation, la formation et l'instruction, 2017. Philippe Eberly, Olivier Molini et Maria Pagoni-Indir, La participation des élèves, effet de mode ou nécessité, 2017. Patrice Gall, Réussir l'école inclusive grâce au partenariat entre les parents, l'éducation nationale et les structures médico-sociales. L'exemple de la scolarisation de collégiens sourds ou malentendants, 2017. Claire Grand, Prendre en charge les troubles d'apprentissage, Petit guide pour les enseignants, 2017. Rochambeau-Lény, Dire, Troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, essai de diagnostic du système éducatif haïtien, 2017. Marc Roulier, L'école, une question de management, 2017. Yannick Brun-Picard, Une approche de l'andragogie, construction avec l'andragogue de l'interface d'enseignement de l'adulte apprenant, 2016. Pierre Bringuier, Scolarité fragile. Ce que peuvent ensemble, psychologues et enseignants, 2016. Brigitte Retailleau, Du pari d'éducabilité, évolution des pratiques éducatives pour des enfants avec d'importants troubles du spectre autistique et déficiences intellectuelles, 2016. Khadija Chic, Échec scolaire électif, vers un modèle de pensée de cette déficience intellectuelle disharmonique, 2016. Yannick Brun-Picard, Pédagogie actualisante et pédagogie socio-constructive. Pratique éducative sociétale, 2016. Aucun homme n'a jamais atteint l'excellence dans son métier, sans passer par les routes lentes et douloureuses du travail, de l'effort et du courage. Confucius. Ce n'est pas grave, si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Confucius. Nous n'existons que par rapport à autrui. Vous qui vous reconnaîtrez, le savez en toute humilité. Géraldine et Johan, vous m'avez permis de parvenir à une certaine sagesse. Aujourd'hui, Firmin, Lynn, Lily et Jules nous invitent à aller un peu plus loin dans la sagesse partagée avec Brigitte. Introduction. Les fonds bleus, d'une classe de maternelle grande section, au séchage sont pris pour support à mon introduction au sujet de l'acceptation de l'exemplarité en éducation. Mettre en avant une phase d'art plastique avec de jeunes élèves sera considéré par certaines personnes comme un basculement dans le simplisme. Si cela était si évident, il ne serait pas nécessaire de commettre un ouvrage dont l'objectif principal est de proposer, suggérer, exposer et démontrer la nécessaire acceptation de l'exemplarité en éducation tout en la reconnaissant, la valorisant et la diffusant. Après que nous soyons allés visiter le musée Chagall à Nice avec les élèves, et parler abondamment des couleurs employées par cet artiste pour faire ses tableaux, le moment est venu de reproduire avec imagination une scénette à la façon de ce peintre. Les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les animaux, les personnages majeurs présents dans ses œuvres et la place du bleu ont été présentés aux élèves qui maintenant effectuent un fond bleu avec des dégradés de cette couleur pour ensuite insérer des personnages et une histoire sur la feuille blanche. C'est parti. Je tourne autour de la grande table où les chaises ont été retirées, afin que les élèves puissent entreprendre leur œuvre debout avec le moins de contraintes possible. Dans les coupelles à peinture, il y a du blanc, du bleu clair, du bleu roi, du bleu foncé et du bleu très sombre. Ils vont pouvoir concevoir le fond de leur imaginaire avec différents bleus, qu'ils vont créer par mélange volontaire ou involontaire. Les pots en verre pour l'eau n'ont pas été oubliés, ainsi que du papier essuie-tout pour sécher partiellement le pinceau et changer de teinte, ou inventer un nouveau bleu qui attestera que l'élève a pris en considération ce que fit Chagall en son temps et qu'il est lui aussi capable à son niveau de faire des bleus pour que le fond du tableau réponde à l'influence de cet artiste. Dans le groupe, les vitesses de réalisation ne sont pas élevées. Il y a des doutes. Les enfants copient sur les autres.
D'autres restent figés dans la reproduction des techniques de tâches effectuées 2 semaines plus tôt. Certains sont restés aux lignes droites et ne mélangent pas les bleus pour produire un effet. Il leur est demandé de faire un fond qui ressemble à ce qu'ils ont vu à Nice. Ils sont relativement bloqués. Alors pour dépasser cet écueil, je me saisis d'une feuille et inscris mon prénom. Là, Enola, élève de 6 ans, me dit « Yannick, toi aussi tu vas faire la peinture ?» Elle sourit, elle semble contente ainsi que les autres élèves. Pratiquement tous en chœur disent « Tu nous montres ». Afin d'éviter que ma production à la façon de Chagall soit prise pour modèle par les enfants, je me mets sur une table à côté d'eux. Ils ne peuvent pas discerner ce que je fais. Mais je prends la peinture dans leur coupelle. J'effectue des mélanges sur ma propre feuille. Cette opération prend à peine 10 minutes. Ils ont observé du coin de l'œil, tout autant que moi qui faisais en sorte de ne pas tout dissimuler. Le blanc, le bleu clair, le bleu horizon, le bleu foncé ont été mélangés en créant des mouvements de couleurs comme si la mer et le ciel se mélangeaient sans pouvoir percevoir leur différence. J'ai montré aux élèves qu'il était possible de faire le fond avec des bleus, sans être enfermé dans une norme. J'ai prouvé aux enfants que je pouvais être attentif à leur production, tout en faisant la mienne. J'ai invité ces actants à prendre leurs 2 mains pour mélanger les bleus, et pour créer du mouvement sur leurs feuilles avec des gestes amples du poignet sans autre objectif que faire des ondulations, des tourbillons, des éclaboussures ou des spirales. Ils ont vu produire les consignes, sans être invités à reproduire ce qui a été fait, puisque la vitesse de réalisation a saturé leur mémoire de travail. Maintenant, ils laissent libre cours à leurs gestes, à leur pulsion de mélange, à leur imagination de forme ainsi qu'au type de bleu qu'ils vont créer. Ils sortent doucement de la reproduction des thématiques précédentes, ou de la restitution de ce que Chagall a fait. L'exemple donné pour répondre à l'exercice d'art plastique leur sert de levier pour s'exprimer sans copier, ni s'enfermer dans la sécurité de l'acquis. Ils ont bénéficié d'une présence que l'on peut qualifier d'exemplaire, qui n'est pas de l'exemplarité dans la pratique, mais elle l'est dans l'esprit de la mise en œuvre. Alors l'exemplarité n'est pas unicité. Elle est diversité. Elle est pluralité. Elle est multitude. Elle est ce qui n'est pas encore. Elle est ce que nos facultés vont permettre de créer par la synergie de notre volonté, de notre motivation, de nos conceptions et de nos aspirations pour les tâches, les rôles, les fonctions et les obligations auxquelles nous devons répondre. L'exemplarité est totalement ouverte, en mouvement, en expansion et en modulation. Elle est unique dans la réalisation de sa propre réalité. Elle est ainsi bien plus qu'un acte exemplaire. Je n'ai pas l'outrecuidance de vouloir exposer, conceptualiser, démontrer ou théoriser ce que représente l'exemplarité dans ses diversités ni dans la seule pratique éducative. J'aspire à la rendre saisissable, préhensile, à lui donner une matérialité, à en faire un jalon référentiel qui puisse illuminer nos progressions en éducation et en enseignement au service des apprenants. L'étendue de cette exemplarité en éducation représente qu'une partie de tout ce qu'elle peut englober. Cette restriction annonce que des traits demeureront tenus sous silence, et qu'ils seront peut-être l'objet d'un prochain ouvrage. En limitant au domaine éducatif et d'enseignement la mise en perspective de l'exemplarité, que je souhaite voir reconnue, acceptée, valorisée et diffusée, je conditionne mon objet de réflexion à des spécificités pour lesquelles l'exemplarité est parfois tronquée, pour ne pas dire idéalisée sous le sceau des certitudes des observateurs et des idéologies induites par la mémoire collective. Afin d'endiguer tout glissement en direction de spéculations nauséeuses, j'expose ce qu'est l'exemplarité de façade tellement pratiquée et entretenue par des personnes peu soucieuses du devenir des apprenants. Puis, une attention synthétique sera donnée à un regard particulier de nature conceptuelle, où mon attrait pour le néo-socio-constructivisme reviendra en force ainsi que toutes les dynamiques propres aux territorialisations. En effet, il ne peut pas exister de phénomènes sociétaux sans la constitution d'une interface, laquelle inclut une localisation qui provient en partie des relations territoriales en présence. Ensuite, des exemples parfois personnifiés exposeront des formes d'exemplarité exercées en éducation et en enseignement. L'enseignante en maternelle, le professeur de mécanique moto dans un centre d'apprentissage, le conseiller principal d'éducation d'un collège, les ATSEM en école maternelle contribueront à présenter des facettes de cette exemplarité tant recherchée.
Enfin, des pratiques discrètes à diffuser finaliseront cette approche de l'exemplarité en éducation afin que les institutionnels, les parents, les pairs et les critiques la reconnaissent, l'acceptent, la valorisent et la diffusent dans les meilleures conditions. Cet ouvrage n'est qu'une pierre à l'édifice des savoirs et des connaissances que nous avons, nous tous, le devoir d'entretenir et de densifier afin de servir le devenir des jeunes générations, tout en œuvrant à la mémoire collective afin que les erreurs d'hier servent, une fois corrigées, de levier au progrès et aux améliorations de demain. L'exemplarité de façade. Affirmer qu'il existe une forme d'exemplarité en éducation signifie que j'ai constaté l'existence des comportements qui ne répondent pas à ce que je définis comme étant de l'exemplarité pour l'exercice d'un éducant. Celle-ci mérite une forme de définition. Elle permet de saisir la mise à l'index de constats peu brillants pour certains acteurs éducatifs. Le XEMPLARITE en Education. Attitude, action, engagement, démonstration d'une volonté, d'une détermination, d'une conception et d'une diffusion de l'enseignement et de l'éducation pour lesquelles l'éducant, l'intervenant, l'enseignant montre par sa rigueur, ses qualités, sa permanence, son attention, ses partages, son ouverture, son empathie, sa position, ses pratiques, sa considération, ses diffusions, sa responsabilisation Q'. En tant que personne, il ou elle peut être prise pour modèle reproductible, comme référence comportementale, comme socle motivationnel, comme ancrage mémoriel, comme réalité préhensile d'une convivence réelle où la réciprocité transformative a une place de dynamique intergénérationnelle. Cette exemplarité est donnée par les élèves. Ils font et feront référence à l'adulte en charge de leur éducation. Il aura démontré des qualités de vérité, d'intégrité, d'équité, d'impartialité et de passion, pour lesquelles la liberté de penser et la pensée critique auront été préservées avec autorité, fermeté et bienveillance. Elles sont autant d'invitations à l'émulation socio-constructive vectrice d'apprenance, pour que chaque destinataire devienne un actant projectif en capacité de transposer, de manière sélective, ce qu'il a perçu de meilleur dans les indications universelles mises à sa disposition. En négatif à de telles aspirations, l'exemplarité en éducation n'est en aucune manière un rôle tenu et joué devant les apprenants. Elle n'est pas un miroir d'illusion. Elle n'est pas une démarche communicationnelle, où l'art de la manipulation est la norme. Elle n'est pas du blablatage vide d'engagement. Elle n'est pas de la surenchère affective ou technicienne. Elle n'est pas de l'autosatisfaction sans se soucier des conséquences de l'absence de consistance des actions éducatives. Elle n'est pas une imposture sociétale derrière laquelle l'incompétence pédagogique ou humaine se dissimule. Elle n'est pas une justification pour se déresponsabiliser de ses lâchetés. Une telle conception de l'exemplarité suggère que je suis toujours fermement attaché à mes propos défendus, soutenus, démontrés et partiellement validés lors de multiples colloques au cours desquels j'ai eu l'opportunité d'exposer mes travaux depuis bientôt 2 décennies. Pour cette raison, je reprends les lignes suivantes afin d'insister sur les orientations spécifiques qui animent mes observations et donnent vie à mes développements. Sans une connaissance suffisante de nos fondements sociétaux, des réalités de nos évolutions, notre humanité se condamne à cheminer à tâtons, voire à ne plus progresser engluée dans la noirceur de notre mémoire sélective, de nos actes, de nos lâchetés et de nos âmes. Elle plonge une partie d'elle-même au plus profond des abîmes de notre ignorance, de l'infaillibilité, de la suffisance et de l'ego. Elle ne sert que l'instant de la satisfaction, de l'image, de l'ostentation et de l'illusion. L'obscurité tend alors à engloutir, à submerger, à dissoudre les rares étincelles de courage, de responsabilité, de conscience et de volonté. Ainsi, seules les certitudes, les idéologies, les normalisations et les croyances orientent une possible évolution sans pour cela discerner la beauté de notre monde, ni celle de l'œuvre à accomplir et moins encore les devoirs indissociables de notre humanité. Brun-Picard 2016. Sous certains traits que j'assume sans aucun détour, ces lignes sont une paraphrase de Tocqueville. Lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, le présent marche dans les ténèbres. L'exemplarité appartient à ce constat. Elle se fonde sur le passé pour faire vivre le présent et donner une texture viable à l'avenir. Elle apporte une base suffisamment solide et vivante pour que les apprenants parviennent à construire une conception projective et trajective de leurs aspirations. Pour cela, la diversité doit être présente dans les enseignements diffusés, d'où ce lien.
La non-acquisition d'une capacité que les générations antérieures possédaient est une perte pour notre humanité. Nous devons stratifier les savoirs et les connaissances afin de nous construire une bibliothèque suffisamment diversifiée, dense, souple et ouverte pour répondre aux réalités auxquelles nous devons faire face. Nous avons l'obligation d'entretenir nos potentialités motrices, intellectuelles et mémorielles, tout en nous gardant de toute dépendance à des entités matérielles et ou immatérielles qui orientent, restreignent, formatent et soumettent notre humanité. Brun-Picard 2015. En respectant de telles directives, tout ce qui s'éloigne de l'exemplarité devient beaucoup plus perceptible pour tout un chacun. Par ailleurs, les mots suivants contribuent à renforcer ces constats. Mépriser ce que l'on n'a pas perçu, ce que l'on n'a pas conçu, ce que l'on ne veut pas percevoir, ou plus particulièrement ce que l'on ne veut pas concevoir sous le sceau du dogmatisme, de la normalité, de la préservation et du méthodologisme, est la démonstration par les faits, du refus de la prégnance des réalités et surtout de la négation de l'intelligence d'autrui. Brun-Picard 2015. L'exemplarité en direction de laquelle j'oriente mes propos exige pour sa part que l'on reconnaisse, que l'on accepte, que l'on valorise et que l'on diffuse ce qu'elle est. Pour y parvenir, tout actant doit prendre conscience du triomphe de l'illusion, de la satisfaction pour référencement, du scientisme et du technicisme pour surenchère, des manipulations et des errances ainsi que de l'exemplarité mise à toutes les sauces. Le triomphe de l'illusion. Annoncer que l'affirmation de l'existence d'une forme d'exemplarité provient, ou peut provenir du triomphe de l'illusion, laisse entendre que l'exemplarité en éducation et plus largement dans tous les aspects de nos univers sociétaux n'est qu'une construction conceptuelle portée par une subjectivité à peine objectivité dont la finalité est de pouvoir briller par l'intermédiaire de ceux et celles définis, reconnus, élevés au rang d'exemplaires dans leurs actes. Par ailleurs, le triomphe de l'illusion met en porte-à-faux la notion d'exemplarité puisqu'il dévoile que ce qui sera donné comme étant le fait exemplaire sans chercher à le comparer à des dynamiques existantes. Cette illusion est de nature expansive et surtout communicationnelle. Les producteurs du sentiment d'exemplarité, de la mise en avant de ce qui est défini comme étant exemplaire selon leurs intérêts, diffusent le plus largement possible l'événement afin de légitimer leur conception. Pour produire de l'illusion d'exemplarité, les inducteurs ont besoin de prendre appui sur des actions pour lesquelles la part d'intuition et d'instinctif est réduite à une peau de chagrin afin que l'exemplarité façonnée devienne une lumière aveuglante pour tous ceux et celles qui partageront son existence et son acceptation. En effet, sans une réception volontaire, voire de soumission au système, l'exemplarité ne peut pas exister. Elle a besoin d'avoir un bassin de réceptivité, en la personne du public qui lui donnera une dimension sociétale. La production de l'illusion de l'exemplarité en éducation et de manière plus générale dans tous les domaines sociétaux exige de décentrer l'attention des destinataires sur des aspects superficiels. C'est-à-dire que les producteurs de l'illusion exemplaire s'acharnent à faire croire que ce qui est défini comme exemplaire l'est réellement, alors qu'il existe des actes, des réalisations qui sont largement plus exemplaires. La gestion des événements et de l'exposition dans des mouvances émotionnelles portées par des dynamiques ou destinations exclusivement communicationnelles est le second aspect de la production de l'illusion d'exemplarité. La prise en compte du flux émotionnel dans ses dimensions d'impact immédiat et différé sur les populations cibles, sur la mémoire collective et sur la construction de jalons pour lesquels la sensation de les avoir vécus simultanément à l'exemplarité annoncée permet aux initiateurs d'agréger l'émotion des populations incluses dans l'émergence du fait exemplaire sans qu'elles appartiennent à celui-ci tout en pouvant devenir les prochaines sources de l'exemplarité prise comme levier émotionnel. Cela n'est possible que si quelque part il existe une forme de culpabilisation de ceux et celles qui ne sont pas inclus dans l'événement donné pour exemplaire. Ces personnes n'étant pas intégrées, elles deviennent spectatrices de leurs propres actions dont elles ont été dépossédées afin de fabriquer une exemplarité à laquelle elles pourront éventuellement participer ultérieurement. La culpabilité est celle de ne pas appartenir au premier cercle de production, au centre d'intérêt, à l'instant initial ni à la mouvance d'émergence de l'exemplarité. Par ce biais, l'illusion est renforcée sous l'impulsion des créateurs. Une autre facette de la production de l'illusion de l'exemplarité en éducation
est constitué par la proposition de solutions à des problèmes qui ont été conçus, recherchés, orientés et institutionnalisés par ceux et celles qui vont instaurer un statut d'exemplarité. C'est un exercice maîtrisé par les gestionnaires qui craignent l'émergence des réalités qui attesteraient de leurs incompétences. Afin de limiter ce risque intolérable, ils créent des projets où ils demeurent les grands ordonnateurs et pour lesquels des participants seront définis comme étant exemplaires, puisqu'ils auront répondu à des attentes téléguidées. Cette déviance est intensifiée par la dissolution de toute cohérence référentielle, en jouant sur la diachronie événementielle au sein de laquelle les individus sont plongés. Cette rupture avec la réalité du temps courant pour celui de l'élévation à l'exemplarité selon des rythmes spécifiques aux producteurs, engendre des décalages et des illusions de ce qui peut être compris comme exemplaire. Ce jeu sur les temporalités, notamment par des accélérations, favorise la multiplication d'exemplarités d'impact limité mais très présentes dans les imaginaires collectifs. La production d'illusions en tout genre, notamment pour les domaines des sciences humaines, et plus particulièrement de tous les aspects qui touchent aux relations interpersonnelles, nécessite le nivellement du niveau d'expression par la dissimulation derrière l'intellectuocrature. Cette pratique tente à faire briller l'ego des diffuseurs et à flatter celui des destinataires. Ils se sentent valorisés d'être en quelque sorte considérés. Le biais dégradant de l'intellectuocrature canalise les moyens d'échange pour que ceux-ci demeurent enfermés dans des directives contrôlables par les diffuseurs. Ainsi, l'illusion devient une réalité partagée par les participants qui en deviennent des producteurs partiellement conscients. Cette errance est facilitée par l'entretien de l'ignorance sur les réalités partagées par les acteurs d'un phénomène, et plus particulièrement de ceux et de celles qui aspirent à prendre pour référence un point d'exemplarité. Lorsque les destinataires ne font que du café du commerce, en étant convaincus que leurs argumentations sont pertinentes et fondées alors qu'ils ne possèdent aucune information sur le déroulement d'une situation, nous entrons dans le blablatage et le verbiage en tout genre qui ne font que renforcer l'illusion voulue par les diffuseurs. C'est pour cela que le confort de l'accessibilité, au même titre que les outils informatiques, est développé à l'extrême. En effet, en prétendant à grand renfort communicationnel que tout est accessible, que les individus qui vont être définis comme étant exemplaires se trouvent dans notre zone proximale relationnelle journalière et qu'ils sont presque comme le commun des mortels, les destinataires ne sont plus en mesure de discerner les paroles des actes et valident ce qui leur est donné pour de l'exemplarité. L'action est alors menée en fonction des cibles. C'est-à-dire que la personne qui veut être définie comme exemplaire focalise ses interventions, ses implications, ses accompagnements, ses actes en fonction de ceux et celles qui vont soutenir l'exposition d'une exemplarité aussi illusoire que ce que sa texture peut en attester. Cette souplesse d'intervention et d'exposition, cette modularité de présentation, cette viscosité de déplacement permettent au producteur de se positionner au mieux en fonction de son public et de ce que ce dernier attend comme exemplarité. Enfin, dernier trait sans avoir été exhaustif, relie toutes les dynamiques de celui ou celle qui se veut exemplaire. Elle vise la préservation personnelle, l'égocentrisme, le narcissisme et l'intolérance. Là, ce sont des aspects négatifs qui servent une prétendue exemplarité. Ceci contribue à positionner comparativement le prétendu exemplaire dans toutes les illusions produites, pour qu'il domine ceux qui vont l'adouber de l'exemplarité attendue. La production de l'illusion d'exemplarité est alors instaurée. Les observateurs sont des participants à l'illusion produite dans un contexte spécifique au service exclusif de celui ou de celle qui se prétend ou veut se voir défini comme étant exemplaire. La satisfaction pour référencement. L'illusion de l'exemplarité d'une personne se trouve facilement, sans avoir besoin de chercher réellement à démontrer que le statut d'exemplaire n'est que du vent. Ce travers de la perception des réalités sociétales et relationnelles auxquelles nous participons tous en tant qu'acteurs sociétals, provient pour l'essentiel de la satisfaction que nous accordons pour référencement à ce que l'on définira comme étant exemplaire. Ce biais existe dans toutes les facettes de la vie courante et souvent il est intensifié dans les dynamiques éducatives, pour lesquelles le référencement tient la fonction de jalon dans la progression des apprenants. Satisfaire est devenu un impératif professionnel. La quasi-totalité des métiers pour lesquels il n'est pas nécessaire d'être le meilleur pour ce qui est fait,
n'attend qu'une seule chose: satisfaire ceux qui vont déterminer, définir, exposer et démontrer que vous êtes exemplaire. Que ce soit dans les armées où il n'est plus attendu pour les engagés d'être les meilleurs sauf s'ils aspirent à suivre des formations très particulières, nageurs de combat, pilotes, shooters opérationnels, où là, il est impossible de se contenter de satisfaire. Cela se vérifie dans les administrations pour lesquelles les fonctionnaires vont satisfaire sans faire d'ombre à leurs supérieurs pour être valorisés, reconnus comme exemplaires et entrer dans des perspectives de carrière attrayantes. La satisfaction est l'exposition d'une image chez autrui de soi-même, pour, par confort, avoir l'assurance d'être presque pareil et donc d'être pratiquement exemplaire. La satisfaction n'est qu'une façade, une illusion, un décor, voire une perception qui répond à des attentes ainsi qu'à des conceptions pour lesquelles le satisfaisant est largement suffisant pour faire un exemplaire. Cette facilité entraîne la surabondance de référencements donnés pour exemplaires. En définissant toujours plus d'exemplaires, les observateurs ne savent plus qui l'est réellement, qui mérite une telle appellation, qui fait vraiment œuvre d'exemplarité. Tout le monde finit par recevoir la même chose ou tout au moins ceux et celles qui n'obtiennent rien, c'est soit qu'ils et elles sont peu habiles, soit qu'ils et qu'elles n'appartiennent pas à la bonne mouvance. La satisfaction par la surabondance se vérifie dans l'obtention du baccalauréat. En effet, comment ne pas se poser des questions sur les capacités de lycéens lorsque l'on prête une attention soutenue à la qualité des productions de ces derniers? En éducation, la façade de l'exemplarité par l'idée de satisfaire est devenue une normalité de réalisation journalière. Elle rejoint la surenchère des activités de toutes sortes, où les élèves sont convaincus d'avoir acquis alors qu'ils n'ont fait que voir ce qui leur était proposé. La densification irréaliste des données ne peut pas être saisie par la mémoire de travail, et moins encore par la mémoire à moyen et long terme, puisqu'il ne peut pas y avoir d'engramme efficace lorsqu'il y a trop d'informations. C'est à partir de cela que la notion de satisfaire pour être exemplaire se transforme et se trouve alimentée par des fléaux que sont l'omniscience, l'omniprésence, l'omnisuffisance ou encore l'omnicondescendance. Les vecteurs de telles orientations n'ont que faire d'une efficacité réelle. Ils se contentent de déverser des flux de savoir et d'informations pour assommer leurs interlocuteurs et conserver une certaine hégémonie. Par l'omniscience, ils imposent un référencement d'autorité, même si celui-ci n'a que peu de pertinence pour les domaines d'exercice. La seule chose qui compte pour prétendre à une exemplarité de façade fondée sur la satisfaction des destinataires, c'est de laisser entendre que les flots de paroles sont d'une exactitude inaltérable et d'une vérité limpide. Il faut pour structurer cette façade d'exemplarité en éducation faire preuve d'omniprésence. Ce sont ces personnes que l'on voit partout. Rien ne se déroule sans qu'elles se trouvent sur le devant de la scène, voire sur la scène, promptes à pousser quiconque leur ferait de l'ombre dans la fosse d'orchestre. L'omniprésence donne l'impression aux observateurs que l'individu qui développe ce comportement œuvre de manière altruiste à destination de ceux et celles qui se trouvent pris dans cette présence souvent envahissante, pour ne pas dire des plus contraignantes et désagréables lorsqu'elle ne peut pas être tempérée par des forces contraires. La satisfaction pour référencement se façonne dans une perspective d'exemplarité par la projection de l'omnisuffisance. Et oui, cela existe. Donnez-vous la peine d'observer une cour de récréation, et vous pourrez constater des facettes insoupçonnées de ce trait de référencement qui contribue à une exemplarité de façade dans le monde de l'éducation. L'exposition continuelle de cette option comportementale nauséeuse permet à son utilisateur de sembler au premier abord être une personne exemplaire. En effet, l'omnisuffisance apporte à son instigateur une distance avec le commun des mortels. Elle le place sur un autre plan propice à une survalorisation, qui n'est basée que sur des comportements d'une exemplarité de façade. Il en est de même pour l'omnicondescendance. Souriante avec tout le monde, disponible sans pour cela entendre ce que les locuteurs disent, avenante pour divers engagements pour lesquels aucune responsabilité ou exigence ne sera prise, prévenante au sujet des petits soucis de l'existence sans prendre une part dans leur solution. Voilà l'omnicondescendance, source d'une exemplarité de façade dans l'éducation et l'enseignement. Il est probable que vous ayez déjà côtoyé des personnes de ce genre. Elles sont affables, présentes, curieuses et semblent investies. Rien n'est moins sûr. Elles naviguent à vue pour se faire bien voir. Pour être reconnues par les observateurs qui pourront dire qu'elles ont été des chevilles ouvrières d'un projet,
sans pouvoir définir le travail qu'elles ont accompli, mais elles étaient là. Afin d'avoir encore plus d'efficacité dans la satisfaction par le référencement pour la production d'une exemplarité de façade si courante dans les milieux éducatifs, il faut que les facultés de communication, d'exposition, d'autovalorisation et d'expansion relationnelle soient poussées au plus haut niveau. Ces traits contribuent à mettre l'acteur de ces orientations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.